Bienvenue en tête-à-tête avec la migraine. Si je vous dis hypnose, la première chose qui vous vient en tête, c'est peut-être un pendule qui balance ou encore un spectacle avec quelqu'un qui aboie sur commande ou qui fait la poule. Mais aujourd'hui, vous allez voir que l'hypnose, ça peut être bien d'autres choses que ça. On s'intéresse justement aujourd'hui à l'hypnothérapie, à savoir est-ce que ça peut vraiment aider à soulager ou prévenir les épisodes de migraine. Mais pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Héloïse Cardinal, qui connaît le sujet à fond. Elle en a même fait son projet de recherche de doctorat. Bonjour Héloïse et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Lise, merci à toi. Alors, on a pas mal tous vu des spectacles d'hypnose où le but, c'est clairement du divertissement. Mais quand on parle d'hypnose dans un contexte thérapeutique, est-ce qu'il y a quand même des similarités avec ce type de spectacle-là ou c'est complètement différent? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on a souvent la tendance à penser à l'hypnose de scène quand on entend hypnose. Pour commencer, je pense que je dois faire une petite définition de l'hypnose. Donc, selon la définition de l'APA, ça serait un état de conscience impliquant une attention focalisée et une réduction de la conscience périphérique caractérisée par une capacité accrue à répondre aux suggestions. Puis, dans le fond, l'hypnothérapie, comme tu l'as mentionné, c'est vraiment juste l'usage de l'hypnose dans un contexte thérapeutique, donc un traitement de troubles médical, psychologique ou d'une préoccupation quelconque. Puis, en effet, il y a quelques similarités et différences avec l'hypnose de scène. La première, en fait, bien que les deux utilisent des techniques assez similaires, par exemple, l'induction hypnotique, qui est le moment où est-ce qu'on va amener la personne à avoir son attention focalisée sur un point, par exemple avec la pendule, qui est le stéréotype auquel on peut penser. Et il y a aussi les suggestions. Mais les deux vont avoir vraiment des différentes approches. Par exemple, on dit que l'hypnose de scène est beaucoup plus autoritaire et que l'hypnose thérapeutique est plus permissive. Donc, ce que ça veut dire, sur scène, on va souvent entendre « vous allez dormir ». Ça, c'est très autoritaire. Versus en hypnose thérapeutique, on pourrait dire « vous allez peut-être sentir des picotements au niveau des paupières qui vont se sentir peut-être plus fatigués ». Et donc, c'est des choses qui permettent à une plus grande majorité de la population d'être réceptif à ce type d'hypnose. Également, ils ont des objectifs très différents. Bien entendu, l'hypnose de scène, le but, c'est de divertir. Et dans le contexte thérapeutique, ça va viser à amener des effets bénéfiques au niveau de la santé. Et ça repose, bien entendu, sur une alliance thérapeutique, donc une alliance de confiance entre le professionnel de la santé et le patient qui va recevoir l'hypnose. Et finalement, la population touchée est très différente. Donc, avec l'hypnose de scène, c'est des personnes qui sont motivées à aller voir un spectacle, qui ont souvent payé pour voir cette représentation et qui ont été sélectionnées dans la foule par la personne qui fait le show pour leur grande susceptibilité à l'hypnose. Parce qu'il existe un spectre de susceptibilité, de réceptivité aux suggestions. Et il y a des personnes qui sont plus réceptives, donc plus facilement, elles vont entrer en transe hypnotique et c'est vraiment ces personnes qui vont être ciblées pour faire un spectacle. Et dans le contexte thérapeutique, c'est vraiment la population générale qui vont être en fait motivées à aller mieux. Donc vraiment deux populations complètement différentes. Mais ce qui est important de préciser, c'est que même si l'hypnose de scène est autoritaire ou plus autoritaire, comme on le mentionne, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, le mythe de la personne qui fait la poule, c'est vraiment pas ce qu'on va retrouver en hypnose thérapeutique. Si la personne ne se sent pas à l'aise de faire quelque chose, si elle ne veut pas aller en transe, elle ne va pas y aller. On ne peut pas faire quelque chose contre le gré de la personne, que ce soit sur scène ou thérapeutique. Et puis, est-ce que l'hypnose pourrait aider au niveau de la migraine? C'est une très bonne question et d'où le sujet de mon doctorat. Dans le fond, si on se base sur les études actuelles sur l'efficacité de l'hypnothérapie comme traitement des maux de tête et des migraines, je peux répondre partiellement à la question. Je peux répondre partiellement parce qu'il y a peu d'études qui sont faites actuellement sur le sujet. Donc, à partir de ces études, on peut dire que ça aide à plusieurs niveaux. Donc, il y a des résultats positifs pour une diminution de la douleur liée aux migraines et aussi des symptômes invalidants. Par exemple, des douleurs connexes, la durée et l'intensité des migraines, des facteurs psychologiques de la douleur comme l'inflexibilité psychologique, la catastrophisation de la douleur, donc la peur d'avoir mal, pardon. Donc, on sait que ça aide à plusieurs niveaux, mais on ne peut pas établir à ce stade-ci comment ça aide.
Donc, on a seulement des pistes d'hypothèses à ce stade-ci, sachant que même les mécanismes de la migraine sont assez complexes à comprendre. Donc, comment l'hypnose apporte des bienfaits, c'est à investiguer davantage. Donc, si on se base sur le modèle biopsychosocial, c'est un grand mot. Donc, le modèle biopsychosocial de la douleur qui veut que la douleur soit pas simplement physique. Donc, la douleur, ça serait une interaction de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux de la personne. Et on sait que l'hypnose peut aider à plusieurs niveaux dans ce modèle-là. On sait que l'hypnose peut aider les facteurs psychologiques. Comme je l'ai mentionné, ça aide, on sait, la catastrophisation de la douleur, donc la peur d'avoir mal, et la kinésiophobie, donc la peur du mouvement, qui, on sait, sont deux grands prédicteurs d'incapacité reliés à la migraine. Également, ça peut aider des facteurs comme le stress, l'anxiété et des facteurs comme la dépression, qui, on sait, sont des troubles assez comorbides, donc qui viennent avec la migraine souvent. Donc ça, c'est des choses qu'on peut venir aider avec l'hypnose. Également, on sait que l'hypnose peut aider des facteurs biologiques de la douleur. On sait que l'hypnose va aider la relaxation. Donc, ça peut venir aider les tensions musculaires qui peuvent être des déclencheurs de la migraine ou accompagner les attaques migraineuses. Donc, il pourrait y avoir des bienfaits à ce niveau-là. Puis finalement, on sait qu'il peut y avoir des changements vasculaires dans une séance d'hypnose. Donc, ça pourrait être aussi quelque chose à investiguer. Donc, potentiellement que ça pourrait aider à ce niveau-là aussi. Alors, à la suite de ton projet de recherche, on peut s'attendre à avoir déjà un petit peu plus de réponses à cette question-là, de savoir si ça peut avoir un effet bénéfique et si oui, lequel. Oui, exactement. Quand on pense au potentiel bienfait de l'hypnose sur la migraine, est-ce que c'est plus dans une optique de prévention des épisodes de migraine ou si c'est vraiment plutôt dans une optique d'apaiser la crise de migraine au moment où elle survient? C'est une bonne question. L'hypnose à ce stade-ci dans les études, c'est vraiment dans un but de prévention, un peu comme les autres traitements non pharmacologiques qui existent pour la migraine. Donc, on va chercher à réduire la fréquence, l'intensité, la durée des crises migraineuses ou l'invalidité reliée aux migraines en modifiant certains facteurs déclencheurs ou en renforçant les capacités d'adaptation de la personne. On sait aussi que ça pourrait potentiellement aider pendant des crises migraineuses. Donc, ça serait une hypothèse qu'on aimerait investiguer davantage parce qu'on sait que l'hypnose peut aider dans des crises aiguës de douleur. Donc, quand on s'intéresse plus à la douleur de manière générale, l'hypnose est couramment ou de plus en plus utilisée dans un milieu, en fait, en anesthésie. Donc, dans les salles d'opération, on peut utiliser l'hypnose pour aider les personnes à avoir moins mal. Même chose chez le dentiste, c'est de plus en plus utilisé lors d'opérations. Donc, potentiellement qu'une personne qui apprend des techniques d'hypnose, donc pour faire de l'auto-hypnose qu'on appelle, potentiellement qu'elle pourrait s'aider pendant ses migraines ou avant les migraines quand elle sent les signes avant-coureurs de la crise migraineuse. On prend une courte pause qui me permet de vous parler d'un service offert chez Migraine Québec, le programme d'autogestion de la migraine. Il s'agit en fait d'une formation unique au Québec qui se veut un complément essentiel à votre suivi médical. Dans la formation, on vous propose différentes stratégies pour reprendre le pouvoir sur la migraine. En tant que co-autrice du programme d'autogestion de la migraine, je peux vous assurer qu'on a choisi les informations les plus pertinentes pour vous et que tout a été démontré scientifiquement pour que ce soit bien efficace pour avoir une meilleure gestion de la migraine. Ce programme est offert 100% en ligne. Vous trouverez tous les détails au www.migrainequebec.org et profitez du code promo BALADO10. De retour maintenant à notre invité. Pour quelqu'un qui aimerait faire l'essai de l'hypnose, il se pose peut-être un peu la question à savoir, une séance d'hypnose, ça se déroule comment? Bon, là, on a enlevé le mythe du pendule et tout ça, mais concrètement, quand on arrive dans le bureau de l'hypnothérapeute, comment ça va se passer? C'est une bonne question. On commence avec une séance d'échange. Donc, c'est vraiment important de personnaliser la séance d'hypnose à la personne et à sa condition. Donc, la première des choses, d'informer la personne sur l'exercice qu'on va pouvoir entreprendre dans la séance. On va aussi prendre des informations pour personnaliser la séance. Donc, par exemple, si on fait un exercice où est-ce qu'on amène la personne dans un endroit agréable, on va demander des informations pour savoir où est-ce qu'on la dirige. Est-ce qu'elle aimerait aller à la plage,
à la montagne. Donc ça, c'est des choses pour personnaliser la séance. Puis, on veut aussi sonder l'état mental actuel de la personne, si elle est plus anxieuse, si elle a des enjeux personnels. Donc, toutes des choses à prendre en considération dans la séance d'hypnose. Ensuite, on commence avec l'induction hypnotique. Comme je l'ai mentionné brièvement, là, c'est la technique qui va viser à focaliser l'attention de la personne à l'aide de différentes techniques. Par exemple, la fixation d'un point ou la montre à gousset, comme on le voit dans le stéréotype d'hypnose, de manière à absorber la personne sur les détails de son expérience et la rendre plus réceptive aux suggestions qu'on va lui apporter par la suite. Ensuite, on suit avec une phase d'approfondissement dans laquelle on va renforcer son absorption dans son expérience avec différentes techniques, par exemple un compte à rebours de plus en plus absorbé pour arriver à une transe plus profonde. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer le travail hypnotique. Donc, c'est dans cette période-là qu'on va amener des suggestions dans un but thérapeutique fixé au préalable pour aider à modifier son expérience subjective sur ses perceptions, ses sensations, ses émotions. Puis dans le contexte de la migraine, c'est là qu'on va pouvoir travailler différents aspects. Par exemple, on peut amener des suggestions pour modifier la perception de la douleur. On peut l'amener à imaginer un casque refroidissant au niveau de la tête. On peut imaginer un robinet d'inconfort qu'on vient tourner pour réduire l'inconfort au besoin. On peut aussi travailler des ressources internes. Donc, on peut travailler l'anxiété, le stress, comme je l'avais mentionné. On peut aussi faire des suggestions pour aider la confiance en soi ou le sentiment d'auto-efficacité face à la condition de la migraine, donc pour redonner du contrôle à la personne. Et on peut chercher tout simplement à distraire la personne ou la dissocier de la douleur, comme l'exemple que je t'ai mentionné plus tôt là, avec l'endroit agréable. Donc, on va amener la personne ailleurs pour l'aider à moins ressentir ses douleurs. Donc, tout ça, c'est dans le travail hypnotique. Et on finit avec le retour à l'éveil. Donc, on ramène la personne à sa conscience et à son attention est redirigée vers son environnement extérieur. Puis, on fait un petit retour sur la séance pour voir comment ça s'est passé, s'il y a des ajustements à faire pour les prochaines rencontres, puis que la personne, on puisse la laisser dans le meilleur état d'esprit possible. Étant donné que c'est aussi personnalisé, est-ce que c'est quand même possible de faire des sessions en groupe ou ça doit vraiment être en session individuelle? C'est une très bonne question. Dans le fond, ça se fait très bien en groupe. On a développé, je peux faire une parenthèse sur une intervention qu'on a développée à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dans mon laboratoire. Donc, c'est une intervention d'hypnose pour la douleur chronique. Puis c'est de celle-ci que je vais m'inspirer pour créer notre intervention pour la migraine. Donc, c'est une intervention qui se base sur des principes généraux d'hypnose, comme je l'ai mentionné, une hypnose typique, là. Et c'est un programme qui propose 8 séances de groupe d'1 heure, une fois par semaine, en ligne et en groupe, donc d'environ 8 personnes. Et ça va être des périodes qui comprennent des périodes guidées d'hypnose, donc avec un praticien, une praticienne, et qui va faire des recommandations pour aider la personne à apprendre des techniques d'hypnose qu'elle peut elle-même par la suite travailler à la maison. Puis le but, c'est de développer en fait un outil pour que la personne puisse gérer ses douleurs au quotidien. Et il y a eu des études qui ont rapporté que cette intervention fonctionnait très bien. Donc, on a vu des bénéfices au niveau de la réduction de la douleur, une réduction de l'anxiété, l'amélioration de la relaxation et plein d'autres effets bénéfiques au niveau de l'activité physique et de la qualité de vie. Donc, on voit que ça fonctionne très bien, les interventions de groupe. Et pour répondre plus spécifiquement à ta question, ça fonctionne parce que dans le contexte de l'hypnose thérapeutique, on va utiliser l'hypnose permissive, comme je l'ai mentionné. Et donc, la personne peut décider d'intégrer à son expérience les suggestions dont elle a besoin. Donc, on va pouvoir faire des suggestions qui sont personnalisées, en fait, à la personne, malgré le fait qu'on soit dans un groupe. Donc, chaque personne va pouvoir choisir en quelque sorte ses propres images, ce qu'elle va choisir de suivre, etc. Exactement.
Tu as fait la mention tantôt que l'hypnose peut s'offrir en ligne. Puis ça, je trouve ça intéressant. Je pense que ça peut donner un accès à ce service-là à plus de gens. Le petit bémol qui me vient en tête par rapport aux personnes qui vivent avec la migraine, c'est que pour plusieurs d'entre elles, le fait d'être devant un écran d'ordinateur, la luminosité, ça peut être quelque chose qui est dérangeant, particulièrement pour les gens qui ont beaucoup de sensibilité à la lumière. Est-ce que c'est possible de, par exemple, fermer l'écran et se concentrer seulement sur l'audio ou on doit absolument avoir un contact par la vue? C'est une très bonne question. C'est tout à fait possible de fermer l'écran pendant la rencontre. En fait, c'est l'apport d'avoir une séance qui se fait en ligne. Ça permet d'accommoder la personne selon sa condition. Donc, non seulement ça aide avec l'accessibilité, donc une personne qui est en douleur ne peut pas nécessairement se présenter à l'hôpital. Ça aide aussi, en fait, si la personne a des conditions différentes dans sa vie, donc si elle vit en région éloignée, si elle a un horaire chargé ou difficile à accommoder, ou tout simplement si elle est trop en douleur pour se déplacer, ça va permettre qu'elle puisse adapter l'intervention à sa condition. Donc, par exemple, en fermant son écran, en diminuant la luminosité, elle peut s'allonger dans son lit pendant l'intervention, obscurcir la pièce, même limiter les distractions extérieures. Donc, tout à fait, c'est très propice à ce genre de situation. Puis tantôt, quand tu parlais des spectacles d'hypnose, tu as fait la mention que le présentateur va souvent aller choisir certaines personnes qui vont être plus réceptives à l'hypnose dans un contexte de divertissement. Mais dans un contexte thérapeutique, est-ce que tout le monde va être réceptif à l'hypnose ou il y a des gens pour qui ça va fonctionner davantage? Oui, il y a des personnes pour qui ça va fonctionner davantage parce que, comme je l'ai mentionné, c'est un spectre de susceptibilité à l'hypnose qui existe dans la population générale. Donc, on dit que c'est la grande majorité des personnes qui vont être réceptives à l'hypnose, donc que l'hypnose va fonctionner sur elles. Puis, il y en a pour qui ça va être plus facile, d'autres pour qui ça va être un peu plus difficile, mais tout le monde va pouvoir en bénéficier au final. Donc, c'est juste que peut-être pour la personne qui est plus réceptive, ça va être plus rapide. Peut-être ça va prendre moins de temps, moins de séances. Mais une personne qui est moins réceptive peut tout aussi en bénéficier. Il s'agit juste de personnaliser la rencontre à cette personne. Puis, comment on peut faire pour savoir si on va être plus ou moins réceptif à l'hypnose? Est-ce que moi, je pourrais le savoir, par exemple? Ça serait quoi mon taux de réponse à l'hypnose? C'est une très bonne question. Il y a pas, en fait, il existe des tests de réceptivité à l'hypnose qu'on fait dans le cadre de la recherche, mais ce pas des tests qui sont accessibles comme ça en ligne nécessairement. Puis, c'est des tests qui doivent se faire avec un hypnothérapeute, donc une personne qui est formée à l'hypnose. Puis, de toute façon, il n'y a pas vraiment de grands bénéfices à savoir si on l'est plus ou moins, puisqu'on sait que ça fonctionne pour tout le monde. Donc, c'est comme un trait de personnalité dans le sens que on a toutes des personnalités différentes. Ben, la réceptivité, elle est différente pour chacun et chacune. C'est simplement quelque chose à garder en tête quand on pratique l'hypnose. Puis, est-ce qu'on pourrait penser que l'hypnose pourrait remplacer la médication, par exemple? Est-ce que ça pourrait être assez puissant pour ça? À ce stade-ci, les études ne sont pas assez nombreuses pour pouvoir établir, en fait, répondre à cette question, mais ça ne viendrait pas remplacer les médicaments. Ça dépend aussi de chaque personne, mais en ce moment, c'est plutôt utilisé de manière complémentaire. Donc, ça serait un complément utile à le traitement médicamenteux. Puis, ça a pour but ultime, en fait, l'hypnose, c'est pour rendre son agentivité à la personne. Donc, la ramener sous forme d'acteur dans son traitement et dans sa prise en charge pour qu'elle ne se sente plus passive. Parce que souvent, la migraine, c'est une condition très complexe. Puis, les personnes peuvent se retrouver avec une perte de contrôle dans cette condition. Puis, l'hypnose va vraiment placer le patient au centre de son processus thérapeutique pour qu'elle mobilise ses propres ressources internes, puis lui redonner un sentiment de contrôle dans une condition très aléatoire comme la migraine.
Puis ça prend environ combien de séances d'hypnothérapie avant qu'on commence à en voir les bienfaits? Dans la littérature, ça varie beaucoup pour ce qui est de la migraine et des maux de tête. Donc, à ce stade-ci, il n'y aurait pas assez d'études pour établir un seuil à partir duquel on pourrait voir des effets bénéfiques de l'hypnose pour les migraines. Donc, certaines interventions vont durer quelques semaines, d'autres plusieurs mois. Le nombre et la fréquence des séances peut varier également. Donc, à partir de ça, nous, dans le cadre de nos études, on se base sur les recommandations des interventions d'hypnose pour la douleur chronique. Il y a beaucoup plus d'études sur ce sujet-là. Donc, nous, on va se baser sur ça pour dire que, en fait, ces études recommandent 8 séances minimalement pour voir des effets significatifs de moyen à élevé sur les conditions douloureuses. Donc, à ce stade-ci, on se base sur ces recommandations-là, mais il n'y a pas de seuil établi pour les migraines. Tantôt, tu as fait mention que par l'hypnose, on peut avoir un plus grand sentiment de contrôle sur la migraine. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à apprendre des techniques d'auto-hypnose pour que la personne soit complètement autonome dans l'utilisation de l'hypnose, puis encore augmenter le sentiment de contrôle à ce moment-là? Tout à fait. En fait, l'apprentissage de l'auto-hypnose est l'objectif de notre intervention parce que comme dans une condition comme la migraine, les apparitions sont très aléatoires. C'est pas réaliste de s'attendre à ce qu'il y ait une personne pour l'accompagner à chaque fois qu'elle a des migraines. Donc, le but, c'est vraiment d'accompagner dans son apprentissage la personne avec l'hétérohypnose, donc dans des séances avec une personne formée à l'hypnose pour lui enseigner les techniques d'hypnose et qu'elle-même, par la suite, puisse le pratiquer elle-même à la maison pour que de façon autonome, elle puisse soit prévenir ou soit aider ces crises migraineuses. Puis est-ce qu'il y a des risques ou des contre-indications à l'hypnose? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui doivent éviter ce type d'intervention-là? À ce jour, il n'y a aucune étude d'hypnose sur la migraine qui a rapporté des effets secondaires ou des risques importants. Pour la migraine ou pour les conditions douloureuses, elle est généralement bien tolérée et sans danger quand c'est pratiqué par des professionnels formés. Puis pour quelqu'un qui est à l'écoute aujourd'hui, puis qui a de l'intérêt pour l'hypnose, mais quand même une petite hésitation, qu'est-ce que tu leur dirais pour peut-être apaiser certaines craintes qu'on peut avoir face à l'hypnose? Je dirais que beaucoup d'hésitations viennent du mythe ou de l'imaginaire collectif, comme on en parlait au tout début là, avec l'hypnose de scène, ou un manque de connaissances parce en fait, c'est peu discuté ou c'est tout récent qu'on voit l'hypnose médicale plus ressurgir au Québec. Donc, je lui conseillerais de s'informer. Il y a des organismes sérieux, en fait, plus officiels de l'hypnose. Par exemple, il y a la Société internationale d'hypnose ou la Société québécoise d'hypnose, qui sont des organismes officiels qu'on pourrait aller consulter sur Internet pour avoir davantage d'informations, puis aider avec les craintes qu'on a. Puis également, je recommanderais de ne pas trop aller voir des vidéos d'hypnose de scène sur YouTube ou sur des plateformes de vidéos, simplement pour ne pas renforcer les mythes ou les croyances qu'on a envers cette pratique qui peut être tout à fait bénéfique pour la santé puis pour la migraine plus spécifiquement. Puis si on veut faire l'essai de l'hypnothérapie, à qui on s'adresse? C'est une bonne question. Nous, on est en train de développer l'intervention dont je te parlais plus tôt. Donc, on est au tout début de ma thèse de doctorat. Donc, en ce moment, on va chercher très bientôt, donc en automne 2025, à recruter des personnes à travers Migraine Québec, des personnes pour leur présenter notre protocole d'intervention, donc leur présenter ce qu'on prévoit faire et avoir leur avis. Parce que pour nous, c'est vraiment important de créer une intervention qui est spécifique et personnalisée aux personnes qui souffrent de migraines. Donc, on va bientôt commencer cette phase d'études. Puis, éventuellement, on va pouvoir développer l'intervention à plus grande échelle. Donc, on va recruter plus de personnes pour suivre le programme d'entraînement à l'auto-hypnose pour aider la migraine. Ça serait dans l'année prochaine, sûrement.
Puis sinon, si les personnes étaient intéressées à en faire l'usage tout de suite, je leur conseillerais d'aller voir le site de l'OPQ, donc l'Ordre des psychologues du Québec, parce que ces personnes peuvent être formées à l'hypnose et en fait, on peut utiliser des mots-clés sur le site Internet pour aller voir des personnes spécifiquement formées à ça. Donc, ça serait les sources que je recommanderais. Est-ce qu'il y a un aspect de l'hypnose dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui et que tu aurais aimé qu'on puisse aborder ensemble? En fait, ce serait plutôt un point à retenir que l'hypnose thérapeutique est vraiment basée sur une collaboration respectueuse entre le professionnel et la personne. L'hypnose, c'est pas quelque chose qu'on va amener la personne à vivre, c'est vraiment des capacités qu'on a nous-mêmes et on dit souvent qu'on accompagne la personne en hypnose parce que l'hypnose, c'est la personne qui le fait elle-même. Donc, on garde toujours le contrôle dans notre expérience, puis il n'y a rien qui peut se faire contre notre volonté. Également, j'aimerais ça mentionner que l'hypnose, c'est pas seulement un outil médical, mais c'est aussi un outil thérapeutique. Donc, ça a l'avantage qu'on puisse traiter, oui, la douleur, mais plein d'autres enjeux connexes à la maladie, comme j'ai mentionné, qui viennent souvent amener à l'incapacité reliée à la condition, donc le stress, l'anxiété, la dépression et même des troubles de dépendance qui peuvent être comorbides à la migraine. Merci beaucoup, Héloïse, d'avoir été avec nous. Puis merci également pour tout le travail que tu fais en lien avec l'hypnose et la migraine. On a déjà très hâte de voir les résultats de ton projet de recherche. Et également, merci à vous d'avoir été à l'écoute dans Tête à tête avec la migraine et on se dit à bientôt. Merci, Liz.